Comores, Iconi joue une fois encore les rebelles. Depuis 3 mois, cette banlieue de la capitale a interdit de séjour les candidats à l'élection présidentielle de dimanche prochain. Les raisons à suivre dans un instant. En Algérie, le camp du président Abdelaziz Bouteflika continue de se fissurer face à la contestation sans précédent dont il est la cible depuis un mois. Le chef de l'État apparaît de plus en plus isolé. L'opposant vénézuélien Juan Guaidó a dénoncé ce jeudi l'arrestation dans la nuit par les services de renseignement de son chef de cabinet. Il affirme ignorer le sort qui lui est réservé. Voilà pour les titres de cette édition. Bonsoir à chacun, bonsoir à tous. Aux Comores, Iconi joue une fois encore les rebelles. Depuis 3 mois, cette banlieue de la capitale comorienne Moroni a interdit de séjour les candidats à l'élection présidentielle de dimanche prochain. Une situation qui intervient après la mort d'un de ses habitants, victime d'une bavure de l'armée. Peu d'affiches, pas de caravane électorale pétaradante, ni de candidats en vue. À Iconi, l'effervescence des derniers jours de campagne semble bien loin. Depuis le 9 décembre, la banlieue de plus de 10 000 habitants pleure la mort de l'un de ses fils prodigues. Hamada Saïd, 34 ans, a été abattu par un gendarme lors d'une opération de maintien de l'ordre qui a mal tourné. Nous n'empêcherons pas le déroulement du scrutin, mais il se trouve que nous sommes en deuil. Nous avons perdu un frère et on ne peut pas accepter que les candidats viennent ici et faire de la propagande. Nous avons décidé qu'il n'y aurait pas de meeting public par ici. La prise en charge médicale, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Nous voulons que l'affaire soit jugée, que les coupables soient punis. Une histoire banale de corruption de hauts fonctionnaires proches du pouvoir qui a monté tout Iconi contre le président et candidat à sa propre réélection, Azali Assoumani. Le débat, mais ce n'est pas le refoulement malheureusement que des événements comme ça se passent. Que ce soit à Moroni ou en Grande Comore, dans toutes les îles. Bon, des fois, il y a des débordements, l'armée intervient. Bon, avec tout le respect qu'on a à l'armée, la considération, bon, des fois, ça arrive partout. Mais que veulent les Iconiens? Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, maintenant, à celui qui est tué, que Dieu ait son âme, il est à paradis, mais effectivement, c'est une procédure qui va y aller. Et ça, c'est la justice qui fait son travail. Mais nous, en tant qu'État, pour apaiser, on s'est occupé des blessés, sans pour autant savoir qui est responsable, qui n'est pas responsable. On a fait le constat, pour l'apaisement, on a fait ça. Donc, effectivement... Iconi traîne depuis des décennies une réputation de banlieue turbulente. En 1977, l'armée y avait déjà ouvert le feu sur la foule, faisant 13 morts. Une quarantaine d'années plus tard, sa population s'est à nouveau levée contre le gouvernement et le chef de l'État, accusé cette fois d'être responsable de la mort de Hamada Saïd. Au Bénin, l'ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné-Soglo, a tenu ce jeudi un point de presse à Cotonou. Objectif, faire le point du tête-à-tête qu'il a eu la veille avec le président Patrice Talon afin de trouver une porte de sortie à la crise préélectorale née de la réforme du système partisan du pays. Selon l'ancien chef de l'État, le président Patrice Talon est disposé à faire baisser la tension non seulement en revenant aux lois qui ont permis son élection en 2016, mais aussi en examinant favorablement la proposition d'une loi d'amnistie en faveur des Béninois actuellement en exil. J'ai rencontré le chef de l'État. Et comme disait le président Zissou, le Bénin n'a pas fini d'étonner et de s'étonner. Au bout d'une longue discussion, le président Talon est disposé à faire baisser la tension dans le pays et à renouer avec les acquis de la conférence nationale. 2 points majeurs méritent d'être soulignés. Premièrement, il mettra tout en œuvre, malgré les difficultés prévisibles, pour revenir aux lois qui ont permis son élection en 2016, sans qu'il soit besoin de toucher à la Constitution de 1990.
Deuxièmement, il est aussi disposé à examiner favorablement et dans les meilleurs délais la proposition de Monseigneur Gaillé d'une loi d'amnistie en faveur de nos compatriotes actuellement en exil. C'est là peut-être le résultat des médiations de la CEDEAO, des Nations Unies, de nombreuses ambassades, de toutes les composantes de la nation et naturellement du dynamisme de l'opposition. Toujours au Bénin, la plateforme électorale des organisations de la société civile est à nouveau montée au créneau au menu du point de presse conduit par la présidente de la coalition. Le processus de sortie de crise préélectorale en cours. Elle invite les protagonistes à des mesures consensuelles de sorte que la 8e législature soit installée effectivement à l'échéance constitutionnelle du 15 mai 2019. Plus de précisions avec la présidente de la dite plateforme. La plateforme appelle l'attention des honorables députés sur deux aspects primordiaux dont la loi dérogatoire doit nécessairement tenir compte. D'une part, la mobilisation de tous les acteurs concernés dans la droite ligne des vœux et sollicitations du chef de l'État afin qu'un réel consensus insusceptible de remise en cause se réalise autour du contenu de la loi dérogatoire. D'autre part, que cette loi dérogatoire puisse permettre une régulation des délais du processus électoral de sorte que la 8e législature soit installée à l'échéance constitutionnelle du 15 mai 2019. En tout état de cause, la plateforme voudrait exhorter toutes les forces vives de la nation et tous les artisans de paix à s'associer à elle pour amener nos députés à écouter l'appel pacifique, tant du peuple béninois que du chef de l'État, qui souhaite vivement une sortie consensuelle de cette impasse afin que, dans les plus brefs délais, des élections législatives apaisées, transparentes et conviviales puissent être tenues pour l'installation à temps de la 8e législature de l'Assemblée nationale. En bref et en images, aujourd'hui, je peux vous affirmer que ces malentendus ont été aplanis. Nous rentrons satisfaits des consultations. C'est ce qu'a assuré devant la presse Firmin Ngrebada, Premier ministre de la République centrafricaine, de retour d'une réunion de suivi sur l'accord de paix qui s'est tenue à Addis Abeba, en Éthiopie. À Addis, l'un des objectifs était de discuter des malentendus enregistrés suite à la publication du gouvernement, a-t-il expliqué. L'annonce début mars d'un nouveau gouvernement prévu dans l'accord de paix négocié à Khartoum début février avait soulevé une vague de protestations chez les groupes armés qui contrôlent une grande partie de la Centrafrique et réclamaient davantage de portefeuilles ministériels. L'Union africaine avait alors convoqué à son siège d'Addis Abeba une réunion de suivi entre les autorités et les 14 groupes armés signataires de l'accord pour tenter de le sauver. Mesdames et messieurs, cette édition suit son cours en Algérie. Le camp du président Abdelaziz Bouteflika continue de se fissurer face à la contestation sans précédent dont il est la cible. Depuis un mois, l'ensemble du camp présidentiel semble désormais prendre l'eau et le chef de l'État algérien apparaît de plus en plus isolé. Le parti du président Abdelaziz Bouteflika, le Front de Libération Nationale, a apporté publiquement son soutien au mouvement populaire tout en prônant le dialogue proposé par le chef de l'État pour sortir d'une crise qui dure depuis un mois. C'était à travers une déclaration à la presse mercredi de Mouab Bouchareb, patron du parti, à l'issue d'une réunion de responsables de section. Pour tenter de calmer la contestation inédite, Abdelaziz Bouteflika, au pouvoir depuis 20 ans, a récemment annoncé la mise sur pied, à une date pas encore fixée, d'une conférence nationale chargée de réformer le pays et de proposer une nouvelle constitution. En attendant, il a reporté la présidentielle prévue le 18 avril, prolongeant de fait son mandat au-delà de son expiration le 28 avril prochain. Des mesures rejetées par les manifestants descendus en masse dans les rues depuis le 22 février et qui continuent de réclamer d'abord le départ du chef de l'État. Plusieurs cadres ou élus du FLN avaient déjà publiquement fait défection depuis le début du mouvement de contestation.
Principal allié du FLN au sein de la majorité présidentielle, le Rassemblement national démocratique, dirigé par l'ex-premier ministre Ahmed Ouyahia, récemment sacrifié à la colère populaire, se fissure également. Mardi soir, son porte-parole a publiquement affirmé que le parti s'était trompé en soutenant la candidature de Bouteflika à un 5e mandat. L'opposant vénézuélien Juan Guaido, président par intérim autoproclamé, a dénoncé ce jeudi l'arrestation dans la nuit par les services de renseignement de son chef de cabinet. Il affirme ignorer le sort qui lui est réservé. Plus de précisions à travers ces images. Ils ont arrêté Roberto Moreiro, mon chef de cabinet, en l'accusant de détenir 2 fusils et une grenade déposée intentionnellement chez lui. L'arrestation s'est produite à 2 heures du matin environ, a écrit sur Twitter Guaido, reconnu par une 50aine de pays dans son bras de fer avec le président du Venezuela, Nicolás Maduro. Sur Twitter, le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, a condamné cette arrestation. Nous appelons à sa libération immédiate. Ceux qui le retiennent devront rendre des comptes, a-t-il mis en garde. Moreiro a été arrêté lors d'une opération des services de renseignement, le SEBIN, à son domicile ainsi qu'à celui, non loin de là, du député d'opposition Sergio Vergara dans le quartier résidentiel de Las Mercedes à Caracas. Lors de son arrestation, Moreiro a crié que les membres du SEBIN avaient déposé chez lui 2 fusils et une grenade. Ils l'ont amené et je lui ai dit de rester fort, a déclaré Vergara à la presse. Selon le député, une 15aine d'agents l'ont jeté au sol et ont visité sa maison, puis l'ont interrogé sur le domicile de Roberto Moreiro. Au cours de cette opération qui, selon lui, a duré 2 heures, 2 procureurs étaient présents, a-t-il souligné. Juan Guaido, président de l'Assemblée nationale dominée par l'opposition, s'est proclamé président par intérim le 23 janvier en contestant la régularité de la réélection de Nicolás Maduro, entaché de fraude, selon lui. Et ce sera tout pour ce journal que nous vous remercions d'avoir suivi.